Ma fille avait besoin d'une chirurgie urgente. Mes parents ont refusé de co-signer un prêt, et se sont envolés pour un voyage de luxe. Ma fille de 18 ans avait besoin d'une opération urgente. J'ai demandé à mes parents de co-signer un prêt d'urgence. Ils ont dit non, parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque. Ensuite, ils se sont envolés pour des vacances de luxe à 14 000 $, avec ma sœur et ses 3 enfants. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. Et, 2 semaines plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Ce n'était pas la première fois que je dormais assise, dans une chaise en plastique. Mais, c'était bien la première fois que je le faisais en fixant une potence à perfusion, tout en prétendant que je pouvais faire avancer le temps plus vite, simplement en serrant les mâchoires. L'accident de Léla s'est produit un jeudi. Elle était sur le siège passager, elle portait sa ceinture de sécurité, mais elle a tout de même fini aux urgences. Avec une colonne vertébrale fracturée, et une liste interminable de contusions, d'égratignures, et de mots que personne ne veut jamais entendre, au sujet de son enfant. Stable, ont-ils dit. Consciente. Mais, quelque chose est apparu sur ces scanners. Dès le samedi matin, nous avions un nouveau mot. Chirurgie. 2 options s'offraient à nous. La première, une procédure de pointe, avec un taux de réussite de 98%. Aucune complication à long terme. Un risque nerveux minime. L'autre option? La version économique. Couverte par l'assurance, certes, mais avec environ 20% de risque supplémentaire de dommages permanents. Peut-être même la paralysie. Je n'ai même pas laissé le chirurgien terminer d'énumérer les risques, avant de l'interrompre. Nous prendrons la première option. Il a hoché la tête. C'est le meilleur choix. Mais, la fenêtre de tir est courte. Elle est dans cette phase précoce d'inflammation. C'est ce qui nous donne les meilleures chances. Si nous le faisons demain. Demain. C'est-à-dire, dans moins de 24 heures. J'ai demandé combien cela coûterait. Il me l'a dit. Mon estomac s'est noué. Mais, je n'ai pas bronché. Parce que j'avais déjà une solution. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis sorti dans le couloir, et j'ai appelé mes parents. Je ne m'attendais pas à une fanfare. Je ne m'attendais même pas à de la chaleur humaine. Mais, je m'attendais à de l'aide. Mon père a répondu. Et, ma grande. Tout va bien? Léla a besoin d'être opérée, ai-je dit. Il y a une opération, qui lui donne les meilleures chances de guérison complète, mais elle n'est pas couverte par l'assurance. C'est très cher. J'ai besoin de votre aide. Un silence. Puis, oh, ma chérie, es-tu sûre que ce n'est pas couvert? Cela semble étrange. Absolument certaine, ai-je répondu. J'ai tout vérifié, avec l'hôpital. Il y en a une moins chère, qui est couverte, mais les risques sont plus élevés. Vraiment beaucoup plus élevés. La voix de ma mère a résonné au bout du fil, visiblement sur haut-parleur. As-tu reparlé à l'assurance? Parfois, ils te disent non d'emblée, mais si tu insistes. Maman, ce n'est pas une erreur. La meilleure chirurgie est plus récente, et elle ne figure pas sur leur liste approuvée. Je dois la payer de ma poche. Ils n'ont rien dit. Je ne vous demande pas de vider vos comptes bancaires, ai-je ajouté. J'ai juste besoin d'aide pour couvrir la différence, afin que nous puissions bloquer la date, avant la fin de la journée. Ils peuvent réaliser l'intervention demain. Nouveau silence. Puis, mon père s'est raclé la gorge. C'est juste que. Le moment est un peu mal choisi, tu sais. Ma mère est intervenue, d'une voix douce, et pleine de raison. Tu sais bien que nous partons lundi. Ce complexe hôtelier n'accepte pas les annulations, passé le délai de 7 jours. Le voyage à 14 000 $, dans un complexe de luxe. Celui-là même? Elle a soupiré. C'est un événement familial. Nous l'avons déjà promis aux enfants. Et ta sœur se fait une telle joie d'y aller. Léla pourrait finir paralysée. Eh bien, ce n'est pas juste de dire ça, a répondu mon père. Tu nous mets dans une position impossible. Ce n'est pas que nous ne nous en soucions pas. Ça en a pourtant tout l'air. C'est juste que. Nous ne sommes pas médecins. Peut-être que cette option moins chère est parfaitement valable. Si l'assurance la paie,
c'est peut-être le signe qu'elle est suffisamment bonne. Papa, s'il te plaît, ne me dis pas que la colonne vertébrale de ma fille est moins importante qu'une réservation d'hôtel. Je dis juste que, parfois, ils essaient de te forcer la main, pour ces procédures hors de prix. Je veux dire, es-tu absolument certaine que ce n'est pas l'une de ces situations, où les hôpitaux essaient de te faire payer plus? Je ne suis pas en train d'acheter une extension de garantie, ai-je explosé. Il s'agit de sa colonne vertébrale. Ma mère a baissé la voix. Tu es très émotive en ce moment, et je le comprends. Mais, tu devrais peut-être prendre le temps de la réflexion, avant de prendre de grandes décisions financières. Surtout avec ton travail actuel. J'ai 2 emplois. J'ai toujours payé mes factures. J'ai même aidé à payer vos factures. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, d'un ton blessé. Tu as choisi de le faire. Je l'ai choisi, parce que je pensais que vous feriez la même chose pour moi. Eh bien, si nous avions eu plus de temps pour nous organiser. Il n'y a pas de temps. Un autre silence. Je vois, ai-je dit. Donc, la réponse est non. Nous ne pouvons tout simplement pas, a dit ma mère, doucement. Nous ne sommes pas en position de subir ce genre de choc financier, en ce moment. Compris. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le banc, à l'extérieur de l'hôpital. Et, pendant 1 minute, j'ai simplement fixé un pigeon, qui boitillait sur le trottoir. Je me souviens m'être demandé, s'il avait un nom. S'il avait des parents. Et si ses parents auraient payé pour une opération, s'il l'avait pu. Puis, je me suis levé, je suis retourné à l'intérieur, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le formulaire de prêt d'urgence n'était pas difficile à remplir. Il était juste long. Cliquez ici, si vous acceptez le taux d'intérêt. Cliquez ici, si vous acceptez les conditions. Cliquez ici, si vous n'avez plus d'autres options. Je l'ai soumis, et j'ai attendu. Approuvé. Mais, seulement en partie. Sans cosignataire, je n'avais droit qu'à environ 1/3 de ce dont j'avais besoin. Alors, j'ai fait une chose que je m'étais pourtant promis de ne plus jamais faire. J'ai rappelé mes parents. Cette fois, mon père a répondu seul. Allô? C'est moi, ai-je dit. J'ai trouvé un prêt, mais j'ai besoin d'un cosignataire pour débloquer la totalité de la somme. Vous n'auriez pas un seul centime à payer. Je m'occuperai de tout. Une autre pause. Ils adoraient faire des pauses. C'est juste que. Écoute, ta mère et moi, nous avons discuté. Nous ne sommes pas à l'aise à l'idée d'apposer nos noms sur des documents financiers, en ce moment. Surtout avec toute l'incertitude de notre époque. Tu veux dire, une incertitude comme la moelle épinière de ta petite fille? Ce n'est pas si simple. Vraiment, ça ne l'est pas? J'ai déjà été victime d'usurpation d'identité, dans le passé, a-t-il ajouté. On ne sait jamais, avec ses prêteurs en ligne. C'est une banque, ai-je dit, d'un ton neutre. Je suis désolé, a-t-il répondu. Je le suis vraiment. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci quand même. J'ai raccroché, une fois de plus. Cette fois, je ne me suis pas assise. Parce que quelque chose, à l'intérieur de moi, avait basculé. Je n'étais plus seulement une mère en pleine crise. J'étais une femme qui n'avait plus rien à perdre, avec une fille à protéger. Vous connaissez ce moment, où tout devient soudain parfaitement clair? Ce moment où, d'un seul coup, tous les petits détails étranges de votre passé s'emboîtent, comme les pièces d'un puzzle. Et que l'image, celle que vous avez toujours cherché à éviter, vous fixe enfin droit dans les yeux. Eh bien, oui. C'était moi, dans la salle d'attente de l'hôpital. Carburé au café de distributeur automatique, et à la fureur pure. Réalisant que mes parents étaient, très exactement, ce qu'ils avaient toujours été. Je n'avais tout simplement jamais voulu y croire. Avant, je disais aux gens que j'avais une famille normale. Pas parfaite. Pas dramatique. Juste. Normal. Vous voyez le genre, la classe moyenne, émotionnellement constipée, adepte des vacances à petit budget, et de l'agressivité passive. En grandissant, nous avions beaucoup de règles. Ne pas répondre. Ne pas pleurer en public. Ne pas s'attendre à des éloges,
simplement pour avoir fait ce qui est juste. Cette dernière règle, c'était leur préférée. Mon père disait souvent, on ne reçoit pas de trophée, pour le simple fait d'être quelqu'un de bien. Ce qui est plutôt ironique, venant d'un homme qui m'a un jour appelé en sanglotant, parce que son steak était trop cuit, le jour de la fête des pères. Bref. J'étais l'aîné. Et, en quelque sorte, le brouillon d'essai. Ma sœur, Megan, est arrivée 2 ans plus tard. Et, à partir de ce moment-là, je suis devenu le simple bruit de fond, face à son énergie de personnage principal. Elle recevait les vêtements neufs, et les jouets dernier cri. Quand je demandais pourquoi elle avait la belle poupée Barbie, alors que la mienne avait un pied en moins, maman répondait, eh bien, nous sommes plus à l'aise financièrement, maintenant. Comme si 2 ans représentaient un véritable saut générationnel. Et c'est devenu encore plus évident, en grandissant. Megan a eu droit à des cours de danse privés, et à une grande fête pour ses 16 ans. Moi, j'ai eu droit à une leçon de morale sur la gratitude, et à un cupcake acheté dans une station-service. Mais, je ne me plaignais pas. Je me disais, d'accord, peut-être qu'ils sont vraiment plus à l'aise maintenant. Peut-être qu'ils font de leur mieux. Peut-être que c'est ça, le sentiment de grandir. Être discrètement mise sur la touche, pendant que votre frère ou votre sœur reçoit le forfait de luxe. Puis, je suis tombée enceinte à 20 ans. Et, soudainement, je n'étais plus seulement le personnage d'arrière-plan. J'étais devenu le parfait contre-exemple. Mon petit ami de l'époque, le père de Léla, a été une erreur que j'ai très vite corrigée. Verbalement violent, manipulateur, et fauché, à bien des égards. Quand je suis parti, je m'attendais presque à ce que mes parents me disent « Nous sommes fiers de toi, d'avoir su te défendre ». Au lieu de cela, ma mère m'a demandé si j'avais l'intention de revenir vivre à la maison. J'ai répondu que non. Elle a eu l'air soulagée. Ils n'ont jamais proposé leur aide. Ils n'ont jamais gardé la petite. Ils ne m'ont jamais demandé si j'arrivais à dormir. Ils se contentaient de graviter sur la touche. Agissant comme si je leur avais fait honte, devant un public pourtant inexistant. Je travaillais dans les ressources humaines, le jour, et je coachais des clients, le week-end. Léla m'accompagnait parfois à des séminaires, coloriant sagement au fond de la salle. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais demandé pourquoi grand-mère n'appelait pas. Je pense qu'elle a compris très tôt que l'amour, dans notre famille, était soumis à des conditions. Et qu'elle n'en était pas la destinataire privilégiée. Malgré tout, je m'en suis sorti. Je n'ai jamais demandé un seul centime à mes parents. Ni quand le loyer a augmenté. Ni quand Léla a eu besoin d'un appareil dentaire. Pas même lorsque j'ai eu une grippe si violente, que je croyais halluciner ma propre messagerie vocale. Et puis, curieusement, les rôles se sont inversés. Après avoir pris leur retraite, ils ont déménagé pour plus petit, dans un appartement avec un jacuzzi sur le toit. Mon père disait que c'était pour son dos. Ma mère disait que c'était parce que la lumière, dans la salle de bain d'amis, n'était pas flatteuse. J'ai commencé à les aider, pour payer les factures. Discrètement. Quelques centaines de dollars par-ci, un complément pour le prêt hypothécaire par-là. Je ne tenais pas les comptes. Je me disais simplement que c'était la chose à faire. C'est ce qu'ils auraient fait pour moi, n'est-ce pas? Eh bien, non. Megan n'a jamais aidé. Pas une seule fois. Mais ses enfants? Eux, ils avaient droit à tout. Des ordinateurs portables, des voyages au ski, et même un trampoline creusé dans le sol. Qui a besoin d'un foutu trampoline, encastré dans son jardin? Je l'ignore. Mais, ils en ont eu un. Ensuite, ma grand-mère est décédée. Margaret. Elle était différente. Directe, brillante, et légèrement terrifiante, dans sa capacité à calculer des intérêts composés de tête. Léla et elle étaient très proches. Elle passait des heures à se passionner pour des stratégies d'investissement, comme s'il s'agissait d'une partie de Monopoly pour comptable. Je n'y comprenais rien. Mais, j'étais heureuse que Léla ait ce lien si spécial. Quelqu'un qui voyait à quel point elle était vive d'esprit. Quand grand-mère est décédée, j'ai supposé qu'elle avait tout laissé à mes parents. En tout cas, c'est exactement ce qu'ils laissaient paraître. Aucune mention d'un testament. Aucune réunion de famille. Juste un simple « tout est réglé ». Et,
soudainement, il roulait sur l'or. Des voyages en Grèce. Des sacs à main de grands créateurs. Les enfants de Meghan ont eu une voiture. Une voiture neuve. Même pas un véhicule d'occasion pour débuter. Juste un SUV flambant neuf, avec un gros nœud sur le capot, comme si nous étions dans une publicité. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de les aider financièrement. Cela m'a semblé superflu. Mais, je n'ai rien dit. J'ai laissé couler. Jusqu'à l'accident de Léla. Et jusqu'à cet appel, que j'ai passé depuis cette chambre d'hôpital. Jusqu'à ce que je leur demande de l'aide, et qu'ils me répondent non. Et, pas seulement non. Ils ont tourné les choses, de manière à me faire passer pour le problème. Comme si j'agissais de façon impulsive. Comme si, choisir l'opération la plus sûre, celle avec un véritable taux de réussite, n'était qu'un caprice financier délirant, que j'avais inventé entre 2 siestes d'épuisement et des piles de paperasse. Je suis sorti de cet appel téléphonique, en réalisant une chose que j'aurais dû voir, depuis des années. S'ils ne m'aidaient pas, c'est parce qu'ils s'en fichaient. Pas de cette manière dont les gens font parfois semblant de s'en soucier. Et certainement pas, de la manière dont une famille est censée le faire. Ils aidaient, uniquement lorsque cela les faisait se sentir bien. Lorsqu'ils pouvaient être vus en train de le faire. Quand Meghan publiait des remerciements en ligne, remplis d'émojis scintillants. Mais moi? J'étais beaucoup trop indépendante. Trop silencieuse. Trop réticente à l'idée de supplier. Et Léla? À leurs yeux, elle n'a jamais vraiment fait partie de la famille. Pas comme les enfants de Meghan. Pas de la manière dont ils imaginaient leur héritage. Mais, vous savez quoi? Léla n'a pas besoin de leur héritage. Elle a le sien, et ils n'en font pas partie. Je crois que le pire, ce n'était même pas leur deuxième refus. C'était ce qui a suivi. Ce silence de mort, pendant que ma mère disait « Je suis désolée, ma chérie. » Je le suis vraiment. Mais nous ne sommes pas à l'aise, à l'idée d'associer notre nom à quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Autrement dit, sauver la vie de leur propre petite fille. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre un mur. Je suis juste restée assise là, à fixer le vide devant moi. Comme si, par la seule force de ma volonté, je pouvais faire apparaître cet argent. Je ne sais plus combien de temps je suis resté figé ainsi. Mais, à un moment donné, j'ai cessé de respirer la tristesse, pour commencer à respirer la rage. J'avais fait tout ce qu'il fallait. J'avais travaillé. J'avais économisé. Je les avais aidés, quand ils en avaient besoin. Je n'avais jamais rien demandé. Et là, alors que je demandais une seule chose, une simple signature, soudainement, ils ne pouvaient pas prendre de risques. Par contre, ils pouvaient emmener 3 enfants dans un complexe de luxe tout compris, où les serviettes de bain ont probablement leur propre majordome. Très bien. Ils voulaient que je sois la fille silencieuse, et toujours capable de se débrouiller. Celle qui ne fait jamais de vagues? Pas aujourd'hui. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait défiler l'écran, pour ignorer chaque numéro partageant mon ADN. Et, j'ai commencé à appeler tous les autres. Ça a commencé par la mère d'une amie de Léla, au club de théâtre. Nous avions discuté une seule fois, pendant un entracte. Je ne savais même pas, si elle se souvenait de moi. J'ai appelé quand même. Bonjour, c'est Hélène, la maman de Léla. Oui, je suis désolé de vous appeler à l'improviste. Elle est à l'hôpital. Il y a eu un accident. Elle va s'en sortir, mais elle a besoin d'une opération. La meilleure d'entre elles. C'est très cher. Je sais que c'est de la folie, mais seriez-vous prête à... Je n'ai même pas pu finir ma phrase, qu'elle m'avait déjà dit oui. Et, ce n'était pas seulement elle. J'ai appelé une enseignante à la retraite, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle a proposé de m'envoyer ce qu'elle pouvait, en prélevant sur sa pension. Un gars, avec qui je travaillais il y a 10 ans, m'a viré $300, avec un petit mot qui disait juste, pour Léla, ne t'inquiète pas pour ça. Le professeur de violon de Léla a partagé la situation, dans un groupe de discussion privée. Une femme que je n'avais jamais rencontrée de ma vie, s'est pointée à l'hôpital avec des collations, des brosses à dents, et un billet de $50, plié dans une carte de soutien. Les gens ont surgi de nulle part.
Pas la famille. Pas les personnes qui m'ont élevé. Juste tous les autres. Et, ce n'était pas confortable. Ce n'était ni chaleureux, ni réconfortant. C'était profondément humiliant. J'ai pleuré dans les toilettes de l'hôpital, après le 5e appel. Non pas à cause de l'argent. Mais parce que ces personnes ne me devaient absolument rien. Ce n'étaient pas des personnes pour qui je m'étais sacrifié, pour qui j'avais payé des factures, ou que j'avais soutenu pendant un divorce. C'étaient de parfaits inconnus. Et pourtant, en un seul après-midi, ils faisaient bien plus pour Léla, que mes propres parents en 18 ans. Et cette humiliation? Elle s'est transformée en véritable carburant. Chaque appel devenait un acte de rébellion. Chaque demande maladroite, chaque respiration embarrassée. C'était un acte de défiance pure. Il voulait que je disparaisse, sans faire de bruit. Je n'allais nulle part. J'ai commencé à tenir un tableau de calcul. À moitié pour garder une trace de ce que je devrais rembourser, et à moitié pour m'empêcher de sombrer. Chaque nom inscrit était comme un petit doigt d'honneur, adressé à ceux qui avaient dit non. Puis, la porte s'est ouverte. Et la meilleure amie de Léla est entrée. Accompagnée de sa mère. Sa mère n'a pas dit un seul mot. Elle m'a simplement tendu une carte de crédit, et a dit, plafond de $20 000. Utilise ce dont tu as besoin. Je me suis mise à trembler. J'ai essayé de lui rendre la carte, en bafouillant quelque chose au sujet des taux d'intérêt, des échéanciers de remboursement, et de mes limites morales. Elle m'a coupé. Tu es une bonne mère, m'a-t-elle dit. Laisse les gens être bons envers toi. Je ne savais même pas comment assimiler cela, mais elle n'avait pas tort. L'opération a été payée. Dans sa totalité. Dans les temps. Et content. J'ai signé les formulaires de consentement, avec un stylo emprunté, et une main tremblante. Léla est partie en salle d'opération, avec la meilleure équipe, les meilleures probabilités, et les meilleures chances de réussite. Et pourtant, toujours pas le moindre mot de mes parents. Sauf, bien sûr, lorsqu'ils ont découvert que les gens commençaient à parler. Parce que, voyez-vous, parmi les personnes que j'avais appelées, certaines connaissaient mes parents. Elles avaient vu les photos sur Facebook. La croisière, les tenues assorties, le surclassement en suite de luxe. Et, quand le bruit a couru, que ces mêmes personnes refusaient d'aider leur petite fille à payer une opération vitale. Disons simplement, que les murmures sont devenus bruyants. Non, je n'avais rien publié du tout. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Je ne sais pas qui. Peut-être l'ami de Léla. Peut-être un voisin. Ou peut-être, le karma en personne. Tout ce que je sais, c'est que 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé 6 fois de suite. Aucun message vocal. Juste des sonneries interminables. Mon père m'a envoyé un texto, appelle-nous immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Qu'ils marinent dans leur jus. Qu'ils transpirent un peu. J'avais des choses bien plus importantes sur lesquelles me concentrer. Comme maintenir Léla en vie, et l'aider à se remettre sur pied. Et c'est à ce moment-là, que l'autre appel est arrivé. Pas d'un parent. Pas d'un ami. Mais d'un avocat. Une voix, que je n'avais pas entendue depuis des années. Amicale. Familière. Bonjour, Hélène. C'est Greg. L'avocat de Margaret. J'ai appris pour Léla. J'en suis tellement désolé. Mais, puis-je te demander quelque chose? J'ai répondu que oui, en me préparant au pire. Ta fille a-t-elle finalement eu accès à son héritage? J'ai cligné des yeux. Quel héritage? Il y a eu un long silence, à l'autre bout du fil. Puis, un simple « hein ». C'est là que j'ai su. Quelque chose n'allait pas, mais alors, pas du tout. Je ne le savais pas encore, mais cet appel, c'était la fissure qui allait tout faire exploser. Et ce que j'ai découvert en dessous? Cela m'a fait réaliser que mes parents ne m'avaient pas seulement laissé tomber. Ils avaient trahi ma fille, de la pire manière imaginable. 2 semaines après l'opération, je me tenais de l'autre côté de la rue, en face de la maison de mes parents. Tenant fermement l'enveloppe, qui allait ruiner leur semaine. Et peut-être même, leur vie entière. C'était en début de soirée. Le soleil était assez bas, pour m'éblouir à travers le pare-brise.
Mais je n'ai pas abaissé le pare-soleil. J'aimais cette sensation de brûlure, dans mes yeux. Cela m'empêchait de trop réfléchir. Ou peut-être, que cela me distrayait simplement de cette légère nausée, qui avait élu domicile permanent dans mon estomac, depuis l'appel avec Greg. Ils devaient rentrer de leur croisière ce jour-là. Une escapade côtière raffinée, de 11 jours, avec service de majordome, et dégustation de vin au coucher du soleil. J'avais suivi leur vol de retour, comme s'il s'agissait d'un lancement de la NASA. Léla était assise à côté de moi, sur le siège passager. Ses jambes étaient encore appareillées, et, avec ses écouteurs dans les oreilles, elle faisait défiler une chose inintéressante sur son écran. Elle ne posait pas de questions. Elle savait parfaitement pourquoi nous étions là. « Je ne veux pas leur parler », a-t-elle dit. « Tu n'auras pas à le faire », ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Puis, elle a murmuré un « tant mieux », avant de retourner à ce qu'elle regardait. 10 minutes plus tard, leur voiture s'est arrêtée. Ma mère en est sortie, vêtue d'une robe de plage blanche et fluide. Le genre de tenue qui crie au monde entier « Mes vacances sont meilleures que les vôtres ». Mon père a suivi, tirant une valise, qui coûtait probablement bien plus cher que notre réfrigérateur. Aucun des deux ne nous a vus, jusqu'à ce que j'ouvre ma portière. Ma mère s'est figée. J'ai traversé la rue, l'enveloppe à la main, mes talons crissant sur les graviers impeccables de leur allée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, déjà sur la défensive. J'ai souri. Mais, ce n'était pas le genre de sourire qui atteint le regard. « Vous êtes assigné en justice. » Elle m'a dévisagé. Mon père, qui trifouillait la serrure du coffre, a levé les yeux. Son regard s'est posé sur l'enveloppe. « Tu plaisantes » a-t-il dit. Mais sa voix s'est brisée, au milieu de la phrase. Je n'ai rien ajouté de plus. Je me suis simplement retourné, et j'ai marché vers ma voiture. Derrière moi, j'ai entendu ma mère hurler mon nom. Mon père a dit quelque chose, lui aussi. Je crois que c'était un « attends » ou bien un « tu n'es pas obligé de faire ça ». Mais, je le faisais. J'y étais obligé. Le premier appel téléphonique avec Greg passait en boucle dans mon esprit, comme un message vocal tout droit venu de l'enfer. Comment ça, Léla n'a pas reçu son héritage, avait-il demandé, comme si je venais de lui annoncer que le soleil avait cessé de briller. Je veux dire, avais-je répondu. Mes parents ont tout eu. La maison, les actions, et la collection de pièces antiques. Celles que personne n'aimait, mais qui, selon grand-mère, vaudraient de l'or un jour. Greg est resté silencieux, un instant. Hélène, ça n'a aucun sens. Margaret a tout laissé aller là. Je le sais. C'est moi qui ai rédigé le testament. J'étais simplement resté assise là. Serrant mon téléphone si fort, qu'il aurait pu se transformer en cendre. Quoi, avais-je fini par dire. Tout a été placé dans un fonds de fiducie. Tes parents n'étaient que les administrateurs. L'argent devait être débloqué pour Léla, à ses 18 ans. Elle a eu 18 ans, il y a 2 mois. Greg a juré à voix basse. Ils n'ont jamais prévenu la banque. Ils n'ont jamais rempli les documents de transfert. Rien du tout. Alors. Ils l'ont tout simplement gardé? Oui, a-t-il dit. Et ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est du vol. Elle est majeure au regard de la loi. Cet argent n'a jamais été le leur. Et c'est là, que l'image est enfin devenue nette. Tout s'expliquait. Les voyages. La rénovation de la cuisine. La façon dont ils n'avaient soudainement plus besoin d'aide, pour payer leurs prêts. La manière dont ils s'étaient mis à gâter les enfants de ma sœur, comme s'ils étaient de sang royal. Ils n'avaient pas seulement refusé d'aider Léla. Ils avaient utilisé son propre argent, pour s'offrir une vie meilleure. Et ils n'avaient jamais soufflé le moindre mot. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Léla. Je m'attendais à des larmes. Ou à de la rage. Ou même, à de l'incrédulité. Mais ce que j'ai eu, était bien pire. Le silence. Elle a écouté. Les bras croisés, le visage complètement inexpressif. Comme si j'avais court-circuité sa capacité à ressentir la moindre émotion. Il disait qu'il m'aimait, a-t-elle fini par dire, d'une voix neutre. Tous ces dîners du dimanche. Les livres que grand-mère me donnait.
Et les jeux mathématiques stupides, auxquels elle aimait jouer. Je sais, ai-je murmuré. Ils ne m'ont même rien dit. Ils l'ont juste pris. J'ai hoché la tête. Je n'osais pas parler, de peur de craquer. Elle a baissé les yeux vers ses genoux, et s'est mise à triturer un fil qui dépassait de son sweat à capuche. « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Nous le pouvons. » J'ai appelé Greg, le lendemain matin. Il nous a expliqué toute la procédure, en détail. Il y aurait de la paperasse, des démarches, et peut-être même un procès. Léla a écouté attentivement, le menton levé. « Je veux récupérer mon argent », a-t-elle dit. « Tu l'auras », a promis Greg. « Et je veux qu'ils en répondent. » Il m'a regardé, puis a reporté son attention sur elle. « En es-tu sûr ? Une fois que c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. » Léla n'a pas hésité une seconde. Ils ont fait leur choix. Moi aussi, je ferai les miens. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon. Entre la paperasse, les appels, les signatures, et les réunions de stratégie. Greg n'était pas seulement un bon avocat. Il était un limier redoutable, doté d'un diplôme en droit, et animé par un désir de vengeance. Apparemment, il adorait ma grand-mère. Il sent son prix à la mauvaise personne, m'a-t-il dit un jour, les yeux plissés. J'ai dû puiser dans toutes mes réserves, pour ne pas éclater en sanglots, à ce moment précis. Parce que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un voyait Léla. Autrement que comme un simple problème à ignorer. Il la voyait comme quelqu'un, pour qui cela valait la peine de se battre. Et moi aussi. Surtout maintenant. Car il ne s'agissait pas seulement d'argent. Ni même de trahison. Il s'agissait de ce qui avait failli arriver. De ce qui aurait pu se produire. Tout ça, parce que mes parents n'avaient pas daigné dire la vérité. Parce qu'ils accordaient plus de valeur à leur croisière de luxe, et à leur vantardise sur Instagram, qu'à une petite fille. Celle-là même qui, à l'école primaire, leur fabriquait des tasses avec l'inscription « Meilleur grand-père du monde ». Eh bien, ils allaient maintenant faire la connaissance de la mère la plus en colère du monde. Et cette fois-ci, je n'allais pas demander poliment. Je venais récupérer tout ce qu'ils lui devaient. Plusieurs mois après leur avoir remis cette lettre, le procès au civil a enfin commencé. Léla n'a pas scié. Je ne l'avais jamais vue aussi calme. Ses mains étaient stables. Sa mâchoire était serrée. Et son regard, il était assez perçant pour découper du béton. Ce tribunal ne l'intimidait absolument pas. C'était sa ligne d'arrivée. De leur côté, mes parents se sont pointés avec un avocat, qui avait l'air d'être payé à la syllabe. Il souriait beaucoup trop. Et il utilisait des expressions complexes, comme « legs disproportionné » ou « capacité testamentaire discutable ». En clair, il soutenait que le testament était injuste, que grand-mère était probablement confuse à la fin de sa vie, et que Léla n'avait aucune raison d'être l'unique héritière. Bien essayé. Greg, notre avocat, et ami de longue date de grand-mère, n'a même pas sourcillé. Il avait les relevés bancaires, les historiques des transactions, et le testament original notarié. Il avait même des copies datées, de mai que grand-mère lui avait envoyées. Dans lesquelles, elle disait que Léla lui rappelait elle-même. L'un d'eux se terminait ainsi, c'est la seule qui écoute, quand je parle d'intérêts composés. Rien que pour ça, elle mérite une fortune. Leur avocat a alors changé de tactique. Peut-être que les parents conservaient simplement l'argent, de manière temporaire, a-t-il argumenté. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Greg n'a même pas haussé le ton. Il a simplement demandé, pourquoi ils n'avaient rien dit. Pourquoi ils avaient déjà englouti une partie des fonds, dans des croisières, des voitures offertes en cadeau, et des week-ends au spa. Pourquoi il n'y avait absolument aucune trace, d'une quelconque tentative de transfert de cet argent vers Léla. Ni même, la moindre preuve qu'il l'avait informé de son existence. Le juge a dû réclamer le silence à 2 reprises. Une première fois, parce que mes parents chuchotaient furieusement entre eux. Et une seconde fois, parce que Léla a ri doucement, dans sa barbe. Puis, le verdict est tombé. Il devait rembourser, jusqu'au tout dernier centime, ce qui appartenait de droit à Léla. Le tribunal a statué qu'ils avaient manqué à leur devoir fiduciaire, et qu'ils avaient détourné